Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Comme à toutes les semaines, nous recevons donc aujourd'hui un invité, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, je vous présente Dominique. Dominique, je te laisse la parole. Merci Lynn, ça fait plaisir d'être ici et puis de pouvoir un petit peu parler à la fraternité. Donc oui, je m'appelle Dominique, je suis un alcoolique. Et puis, c'est sûr, j'ai eu un parcours, ma foi, quand j'ai commencé, je pensais que j'avais un parcours absolument exceptionnel, que j'étais celui qui avait eu le plus de difficultés au monde, puis que personne ne comprenait, puis que c'était donc terrible, puis que, bon, en tout cas, que... Et puis, à un moment donné, avec le temps, j'ai compris que on est des flocons de neige, comme on dit, on est tous des flocons de neige différents, mais pareils. Tu sais, rien qui ressemble plus à un flocon de neige qu'un autre flocon de neige, même si il y a des petites différences, ils se pensent bien différents. Fait que ça a été une des découvertes de mon parcours. Fait que, en gros, j'ai un petit peu... j'ai deux grandes périodes en A. C'est-à-dire que moi, je suis un enfant de la rechute. Alors, ça m'a permis d'expérimenter deux entrées dans la fraternité. Alors, j'ai essayé 2 fois, mettons. Fait que on va commencer par la première. Et puis, comme il est de mise, un petit peu de s'identifier, puis d'expliquer un peu d'où on vient, aujourd'hui, j'ai 65 ans. Alors, comment dire, moi, j'ai connu ce qui était AA à 23 ans. Tu sais. J'ai vraiment accroché pour une première fois à 30 ans. J'ai fait une 12aine d'années. Et puis après ça, je me suis planté solide, là. Vraiment, vraiment solide. Je suis parti pendant 10 ans. Et puis, je suis revenu il y a maintenant, ça fait 13 ans. Donc, en d'autres mots, j'ai à peu près 25 ans de fait, bon an, mal an, là. Mais entrecoupé, évidemment, d'une bonne rechute, là, assez dangereuse, qu'on peut se dire. Alors, donc, ça s'est passé de même. Dans ma famille, moi, je suis le 5e. J'ai une bonne différence avec mes frères et sœurs. Ils sont plus vieux que moi. Puis c'est sûr qu'à 65 ans aujourd'hui, ça me met, moi, jeune adolescent des années 70, je suis né en 57. Fait que, tu sais, j'avais comme, tournant des années 70, j'avais, mettons, 13 ans, là. Fait que j'étais jeune ado qui commence à regarder le monde, mais mes frères et sœurs avaient quand même 6-7 ans de plus que moi. Ça fait que, à cette époque-là, on peut imaginer un petit peu ce que ça veut dire. Par exemple, j'ai mes frères qui étaient allés à Woodstock. Alors, ça donne un peu l'allure puis la tonalité de ce qui se passait chez nous. Parce que ce qui s'est passé dans cette maison-là, c'est que on était 5 enfants avec un père ingénieur, une mère pianiste et puis artiste mais mon père est mort à 50 ans, il est mort en 67. Fait que ça a été comme ça a complètement chaviré la famille a basculé pas mal. Et dans ces années-là, c'était des années où il y avait c'est sûr que les pères étaient très autoritaires. Hein, c'était encore des hommes qui avaient connu la guerre, qui avaient, tu sais, puis papa c'était un ingénieur, fait que mettons qu'un ingénieur, quand c'est rond, c'est pas carré, là, tu sais, puis c'était pas mal de même. Moi, je m'entendais super bien avec lui, mais mes frères et sœurs, c'était pas le même cas. Et puis, mais de toute façon, j'étais très jeune quand c'est mort. Puis là, ce qui était arrivé, c'est que la maison est devenue
devenu une maison assez aisée. Là. On était à Ville-Mont-Royal, une grosse maison, de l'argent, pis tout. Mais là, c'est devenu, quand on se met dans les années 67, pour donner l'exemple, ce que je dis toujours, là, il y avait Pierre Lalonde, les jeunesses d'aujourd'hui, là, dans les fins des années 60, on a connu ça, là, avec les Firebird, puis les Camaro qui arrivaient, puis les Mustangs qui arrivaient les amis de mes frères qui arrivaient dans le driveway, puis après ça, là, c'est devenu autre chose, c'est devenu les Rolling Stones, c'est devenu autre chose, après ça, c'est devenu Pink Floyd, dans le temps d'Ouma. Puis là, il y avait de l'alcool, mais il y avait de la boucane, puis plein de petites poudres aussi qui servaient chez nous. Ma mère voyageait énormément, fait que essentiellement, on était une maison avec des grands ados qui faisions à peu près ce qu'on voulait. Puis chez nous, pour, entre guillemets, me garder, parce que moi, j'étais pas mal plus jeune que tout le monde. Puis là, mes frères et sœurs partaient étudier, qui à Toronto, qui à Paris, puis en tout cas. Fait que ma maman avait l'habitude de demander à certains de mes cousins et cousines là, de venir garder la maison et garder le neveu, ou, tu sais, enfin, le cousin, qui était moi en l'occurrence. Tu sais, là-dedans, il y avait une gang d'ivrognes, là. Ça a été comme... d'un certain côté, ça a été une belle adolescence, mais d'un côté, c'est une adolescence complètement échevelée, sans aucune espèce de discipline, dans laquelle moi, je me sentais très, très mal en passant. Et puis moi, l'alcool s'est embarqué dans ma vie de façon vraiment spontanée. Je veux dire, l'habitude que j'avais, c'est simplement de boire un petit peu moins que les autres, juste être un petit peu en bas du radar, tu sais, fait que... Alors, puis ça allait très bien. Fait que j'ai commencé à boire beaucoup très jeune. Puis en fait... à un certain moment, quand voyons comment il s'appelle, Flûte, en tout cas là, son nom m'échappe, mais il y avait une émission il y avait une émission qui s'appelait Au masculin dans les années 70, je pense que c'est en 72. Et puis, l'animateur est mort, là, son nom m'échappe, mais l'animateur est mort il y a quelques années, puis il rappelait qu'il y avait une seule saison, donc tu peux le voir. Moi, donc j'avais 15 ans. Et à cette émission-là qui passait le samedi midi, il y avait plein de chroniques, le gars, là, tu sais, fait que des patentes de faire de char, là, puis il y avait santé, puis il y avait un gars plus ou moins je pense de Don Rémy, ou en tout cas, il parlait d'alcoolisme, toxicomanie, ce genre de patente-là. Et puis à un certain moment, il pose des fameuses questions qu'on a encore dans nos kits de nouveau, là. Et puis, moi, à 15 ans, j'avais un paquet de oui, là, tu sais. Alors, une entre autres, où il avait enlevé ses lunettes, et il avait dit, celle-là, si vous répondez oui, c'est sûr que vous êtes alcoolique, puis buvez-vous seul. Moi, ça m'arrivait. Alors, donc, je savais à 15 ans, quelque part, c'est vrai, j'ai fait comme une première étape à 15 ans. Ça va drôlement, mais pour moi, c'était comme un honneur. C'est comme une patch pour les Hells Angels, tu sais. Hey, moi, je suis un alcoolique. Tu sais, c'était cool. Moi, mon héros d'adolescence, c'était pas Jean Béliveau, c'était Jim Morrison, tu sais. Puis il est mort à 27 ans. Fait que moi, pour moi, c'était bien correct, tu sais. Aujourd'hui, parce que j'étais un petit gars assez dégourdi, puis c'est sûr, c'est une famille un peu intellectuelle, puis ça discutait, puis tu sais, j'étais un peu comme jeune, là, un peu comme Xavier Dolan dans les annonces de Jean Coutu, là, tu sais, j'étais un peu de même, puis c'est drôle, moi, je voulais faire du cinéma, je voulais faire de la télévision, puis à quelque part, la carrière de Xavier Dolan, c'est un petit peu ce que j'aurais rêvé, mais lui, il a travaillé, moi, j'ai pris un coup, c'est ça la différence entre lui et moi, tu sais. Alors, mais toujours est-il donc qu'à un moment donné, les choses ont évolué. Sans, je veux dire, m'attarder sur cette période-là, il y a une chose sur laquelle j'ai pu bâtir ma vie, j'en suis reconnaissant, oui et non, parce que de façon plus profonde, il y a eu un peu une erreur de casting avec ça. Mais moi, à partir du moment où j'ai un crayon dans les mains et un papier, j'ai pas dessiné, j'ai écrit. Tu sais, fait que j'ai comme... Ma mère m'a... Tu sais, j'ai appris à lire et à écrire avant d'aller à l'école, puis parce que ma mère avait rien d'autre à faire, là. Et puis, fait que c'est bon puis c'est pas bon, ça, tu sais. Et fait que... moi, j'écris. Alors, rapidement, à un moment donné, quand dans ces années-là... Quand j'ai commencé à penser à une carrière, je me suis dit, moi, je veux être réalisateur à la TV. Là, à l'époque, il y avait peut-être TV au cégep de Jonquière, qu'est-ce que tu peux faire. Puis là, il y avait des... C'est compliqué, là. Encore aujourd'hui, c'est pas facile quand tu veux faire de la TV. Il y a pas... c'est des parcours atypiques, là.
Et puis à un moment donné, il est devenu clair avec mes chums. J'avais des amis qui étaient dans la gang un peu de Radio-Canada, qui étaient dans la gang, tu sais, dont les parents étaient à Radio-Canada et tout, dans les sports, puis les réalisateurs, puis ces trucs-là. Donc, on savait un peu comment ça roulait, puis maintenant, on s'est dit, on n'a pas grand chance que ça se fasse. Fait qu'on s'est mis à faire comme des espèces de vidéos plus ou moins corporatifs. Enfin, à l'époque, c'était pas vraiment des vidéos, là, parce qu'à l'époque, c'était pas la même technologie. On va pas rentrer dans les détails, mais on s'est mis à faire un peu de la communication. Et ça est devenu une agence de pub. Puis moi, très, très jeune, j'ai lâché finalement. Je me suis pas rendu à l'université parce que je travaillais en pub, puis ça allait très bien. Puis peut-être qu'à 20-21 ans, je pense que je faisais plus d'argent que mes frères et sœurs réunis. Là. Fait que, donc, mon affaire allait très, très bien. Et puis, c'était formidable. Mais je buvais. Pas d'un coup, ça n'avait pas de maudit bon sens. C'était vraiment, vraiment hallucinant. Et mes frères aussi buvaient beaucoup. Une de mes sœurs, les enfants buvaient beaucoup. Nos parents, non, mais nous, les enfants, c'était incroyable la quantité d'alcool qu'on peut consommer. Et effectivement, c'est venu briser mon élan à un certain moment. C'est la même expérience que tout le monde. T'es un peu pogné, t'es un peu gêné, t'es un peu si. Avec l'alcool, ça va bien, on se gêne, mais maintenant, on se gêne trop, puis là, on se met dans le trouble. Fait que c'est un petit peu ça qui m'est arrivé. Et j'avais aussi une relation un peu malade avec l'alcool. J'avais une relation malsaine, je dirais. Donc, je buvais socialement de façon très convenable. Je connaissais les vins, c'était bien élevé, là. Je connaissais l'accord des vins, des mets. Pour ça, bien jeune, avec des oncles qui avaient des caves à vin, des trucs comme ça. Et puis là, voilà. Mais quand je me retrouve seul, là, je buvais à mon goût, c'est sûr. Donc, j'ai pas eu une relation bien fun avec l'alcool dans ce sens-là. Donc, ça m'a fait un parcours où, si on veut, de jeunes qui promet, là, qui va faire des affaires extraordinaires dans la vie, je me suis retrouvé à 23, 24 ans, quelqu'un qui boit beaucoup trop, puis qui visiblement était prêt pour Alcoolique Anonyme. Alors, c'est un petit peu ça qui se passera dans ma vie à ce moment-là. Merci. Alors, Dominique. On va s'arrêter un petit moment pour une pause publicitaire. On va revenir après. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. On va continuer avec le partage de Dominique, mais juste avant, je vais lire un court texte inspiré de la littérature AA que Dominique a choisi dans les réflexions quotidiennes. La page 223, la page du 2 août, le titre est « Nous consentons à ». 3 petits points. Pour l'instant, nous tentons de mettre de l'ordre dans notre vie. Cela ne constitue cependant pas une fin en soi. Comme je peux m'égarer facilement au moment d'aborder la 8e étape, je souhaite être libre, être transformé en quelque sorte par les 6e et 7e étapes. Maintenant, plus que jamais, je suis vulnérable face à mon intérêt personnel et à mes objectifs cachés. Je prends grand soin de ne pas oublier que la satisfaction personnelle que je ressens parfois d'être pardonné par ceux que j'ai blessés n'est pas mon but. Je suis disposé à faire amende honorable parce que je sais que cela me remettra sur pied, me fera reprendre la route et me permettra de connaître la volonté de Dieu à mon égard. Merci, Dominique. C'est à toi. Plaisir. Alors, c'est ça. Donc, j'ai pris mon élan, là, comme ma carrière d'alcoolique, là, assez jeune. Et puis, à un certain moment, dans le tournant de la vingtaine, là, ça s'est beurré de façon majeure. Donc, de jeunes publicitaires qui promet, là, j'ai éventuellement, j'ai fait des niaiseries professionnelles. J'ai quitté une agence qui était fabuleuse pour courir après, ce qu'un alcoolique fait. Là, on court après des rêves, puis
on essaie de, tu sais, on essaie très, 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 très fort de changer ce qu'on peut pas changer, là. On passe notre temps à ça. En tout cas, moi, j'ai passé du temps à ça beaucoup. Et puis, voilà, donc ma vie s'est dégradée de façon considérable. Et avant que ça plante de même, j'avais un de mes frères, moi, qui s'est fait prendre dans ce qu'on appelait à l'époque l'autoroute de la Balloune, là, qui est la 132 à la hauteur d'Adelson, où il y avait comme une espèce de convergence de policiers diversomètres là, à l'époque. Là. Et puis, il s'est fait prendre là-dedans, il habitait dans ce coin-là, et puis donc, il a perdu son permis de conduire, puis il avait des gros problèmes d'alcool. Lui, il buvait, tu sais, comme dans notre famille, là, tu sais. Lui, il buvait, Claude, lui, il buvait, t'sais. Mais, et puis, là, tu pas, donc, mon frère Claude, qui est aussi mon parrain dans la vie, pas mon parrain mon parrain dans la vie. Et il rentre dans les arts. Et puis là, il décide donc de faire de la 12e étape avec son petit filleul Dominique, évidemment. Fait que là, c'était un peu l'enfer. Moi, j'étais dans une tour à ce moment-là, puis j'avais mon auto dans le garage, puis tout ça. Puis lui, il passait, il me laissait de la littérature dans mon pare-brise. Tu sais, j'haïssais ça, tu sais. Alors, toujours est-il que, donc, 23 ans, je pense, j'avais. Et puis là, fait que, il m'a amené faire un meeting pour, il prenait un jeton, puis là, il voulait me montrer ça. Et puis, je me rappelle, on était à Chicoutimi, pour rentrer dans les détails de pourquoi on était là, mais... Et puis, j'avais haï ça pour mourir. Je trouvais que c'était une gang de vieux crados. Ça fumait dans le temps. En plus, moi aussi, je fumais, fait que c'était mon affaire. Mais tu sais, c'était des années 80. Là. Alors, et puis, ça n'avait pas été un succès. Mais par contre, faut que je me rende à l'évidence. J'ai quand même me suis retrouvé là pareil. Ça a pris une couple d'années. Des années de misère. J'ai vraiment été des années là, de tu sais, à me battre comme un forcené avec l'idée de l'alcool. Tu sais, à dire, là, OK, tu prends un coup, t'es un peu pacté rendu à 3-4 heures l'après-midi. Là, je me disais, OK, demain, j'arrête, là. Là, OK, là, je vais continuer aujourd'hui, là, mais demain, c'est sûr, j'arrête. Puis là, on gagne ça le lendemain. Bon. Toujours, tu sais, on l'a tous fait, là, cette histoire-là. Et puis, par contre, il y a eu des soubresauts où j'ai réussi à améliorer un petit peu ma situation professionnelle. Tu sais, je suis revenu un peu, pas aussi tout croche que j'étais là, à un certain moment. Ça allait qu'à mettons, là. Et puis, jusqu'à un moment où, je prends un coup d'aplomb, et puis j'avais une conjointe qui je suis encore avec elle à ce jour. Là, ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Et là, elle rentre à la maison. Là, j'avais pris un coup solide. Dans l'après-midi, ce que je faisais assez peu à ce moment-là. Et puis là, elle me voit. Et puis ça a vraiment été là, catastrophique. J'ai vu le désespoir dans ses yeux. Tu sais. Et puis j'habitais encore là, dans le bout du forum, là, de l'ancien forum de Montréal. Fait que ce soir-là, j'ai déboulé la côte Atwater. Et puis le petit gars de Ville-Montréal, fils d'ingénieur, s'est retrouvé à Saint-Henri dans des meetings... avec des vrais de vrais, là, tu sais. Et puis là, je suis rentré, puis c'est drôle parce que, tu sais, t'entends ça, des vieux, ils disent, je suis rentré, puis là, il y en a un qui m'a dit, on t'attendait, toi. Tu sais, on y croit pas, parce que, oui, il enjolive l'histoire. Ben non, je peux vous dire, moi, ça m'est arrivé. Il y a un gars, donnez-moi Jean-Louis. Il m'avait arrivé, il dit, oh boy, t'attends que tu s'en viennes, toi, là. Et puis, c'est ça. Fait que ça a été comme ça. Et là, j'avais 30 ans. Et puis, il y a une belle histoire qui a commencé là. Ça a été vraiment extraordinaire avec Mardi Soir Ouest, avec le groupe, dans ces coins-là, Vinette, les membres de cette époque-là. Ils m'ont accueilli, ça a été parfait. Ça a été vraiment le fun. Puis ça a été, tu sais, j'ai pris toutes les tâches. J'ai vraiment pris ça très, très au sérieux. Monsieur A, là, tu sais. Alors, vraiment, ça, beaucoup de tâches, beaucoup d'implications. Alors, comme on dit, j'ai fait les traditions à 100%, mais j'ai pas fait une maudite étape. Alors là, c'est ça qui s'est passé. Alors, évidemment, moi, tu sais, les étapes, tu sais, avouer à Dieu, à soi-même et à un autre être humain, c'est des défauts de caractère, non, ça se passera pas. Les amendes honorables, on oublie ça. En tout cas, tu sais,
toutes ces choses-là, pour moi, c'était vraiment impossible. Donc, mais par contre, je buvais pas, puis j'étais très actif dans A, puis j'étais monsieur A, puis c'était vraiment parfait, puis ça allait vraiment bien. Et puis, là, était arrivé ce qui devait arriver. Je veux dire, on est pas cave, là, on est juste qu'on est alcoolique, fait qu'on est un peu slow quand on boit, mais quand on arrête de boire, ben là, c'était correct. Je me suis vraiment refait professionnellement de façon remarquable. Ça allait vraiment bien. Et puis, tu sais, à un moment donné, ben là, moi, j'étais rendu dans des belles grosses jobs, là, et puis c'était important, là, tu sais, et puis là, c'était les débuts d'Internet, puis j'étais là-dedans, tu sais, des gros sites pour des grosses compagnies, puis là, tu sais, maintenant, on trouve un peu pic-pic, là, et puis, c'est ça, tu sais, parce que là, l'orgueil est là, puis moi, je me suis rétabli, puis ça va bien, puis et puis, je veux pas, là, les meetings, j'ai arrêté d'en faire, donc j'ai fait, après 7-8 ans, là, j'ai commencé à délaisser les meetings, doucement, tranquillement, puis à un certain moment, là, j'étais assez rétabli financièrement, professionnellement, ça allait super bien. Et puis on était là, au jour de l'an, on était chez des amis dans le bout de Marseille. Hein, ça se glisse bien dans une conversation. Là. Marseille, au jour de l'an. Et puis là, il y a une coupe de champagne qui est passée, puis je l'ai pris, puis je l'ai bu. Et puis là, mon état d'esprit à cette époque-là, c'était que moi, je suis un alcoolique, puis un alcoolique, maudit, ça boit. Okay? Point final, puis c'est à moi de m'arranger pour pas me mettre dans le trou. Parce que j'avais, comme j'ai un petit peu mentionné un peu plus tôt, j'avais, tu sais, Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans mon affaire. Tu sais, moi, quand je suis avec du monde, je suis un buveur civilisé. Quand je suis tout seul, ça n'a pas de sens. Je me rends au blackout. Tu sais. Alors, tu sais, je me suis dit, total, je vais faire attention à ça, tu sais, je vais faire attention à Mr. Hyde, tu sais, puis je vais rester avec Dr. Jekyll, puis ça va être ça. Ça a duré 1 an. Et puis, tu sais, c'était correct, là. Sauf qu'à un moment donné, là, regardons ça, là, tu sais, les vieux démons, on retourne dans nos ornières, assez, tu sais, 1 an, plusieurs, j'étais revenu dans mes ornières, ça allait vraiment pas bien. Sauf que là, la différence, c'est que je suis devenu tu sais, il y a le terme là, alcoolique fonctionnel, là, je pense que la définition varie un peu avec les humeurs, là, mais moi, je le définis comme un alcoolique qui fonctionne pour boire. Tu sais, c'était ça, moi, être un alcoolique fonctionnel. Fait que vraiment, mon univers s'est retrouvé à gérer ça. Donc, j'avais mes jobs qui prenaient... en tout cas, ce que j'avais d'attention, je vais le consacrer à ça. Pas tant pour faire une carrière extraordinaire, mais pour garder mes salaires intéressants qui permettent de maintenir un mode de vie où l'alcool est très présent. Et puis voilà, donc ça a été un petit peu... ça a été pas mal, c'est quelconque comme période, mais ça a duré très très longtemps. Et mais tu sais, veut pas, un alcoolique, c'est un bon manipulateur. Puis moi, j'étais bon là-dedans. Puis on a l'air bien intelligent dans les salles de conférence. Puis on a l'air bien bright. Puis c'est ça. Puis même si un peu paresseux, même si c'est pas vraiment prêt, il y a des façons d'avoir l'air sharp. Là, et puis ces façons-là, je les connaissais. Et fait que ça a tenu longtemps. Et il y a un des trucs, moi, que j'ai toujours quand même fait. Les gens, quand je pense aux gens qui veulent m'aider, que ce soit un médecin, un dentiste, un avocat, entraîneur au gym, parce qu'évidemment, là, je m'étais mis à faire du gym, parce que je veux pas, les calories de l'alcool, ça finit par paraître. Fait que là, je faisais du gym pour essayer de brûler des calories que je rajoutais, que je remplissais par la suite. Mais en tout cas, bon, c'est trouver l'erreur. Mais les gens qui cherchent à m'aider, j'aurais jamais caché mon alcoolisme. Alors, mon entraîneur de gym, donc, le savait. À un moment donné, tu sais, j'ai dit, écoute, bon, prends un coup, puis tout. Alors, elle, puis là, ça faisait des années, là, ça allait mal dans ma vie. J'avais des crises d'angoisse panique. J'avais, tu sais, je faisais beaucoup de routes à cette époque-là. J'allais beaucoup à Québec, parce que j'étais en mandat là-bas. Puis j'allais, tu sais, à un moment donné, la route 20 est plate, là, tout le monde le sait, là. Et puis à un moment donné, moi, je roulais, puis la route 20, comme s'il y avait une côte de 45 degrés dedans. C'est moi qui faisais une crise d'angoisse panique, là. Tu sais, ça a commencé là un beau matin. Puis après ça, bon. Et puis là, c'est ça. Donc, là, cet entraîneur-là m'a arrangé un rendez-vous avec un médecin qui
qui est spécialiste en alcoolisme et en dépendance, mieux connu dans le mouvement, là, je ne dirais pas son nom, là, mais en tout cas. Et puis, elle s'est arrangée pour que j'ai un rendez-vous avec lui. J'ai attendu 3 mois, je l'ai eu, je suis arrivé là, j'ai raconté mon histoire, une vraie 4e, 5e étape. Et puis, ça a été le début vraiment du rétablissement tel que je le connais aujourd'hui. Puis ça a été vraiment la grande ouverture qui s'est passée dans ma vie. Merci Dominique. On va s'arrêter encore une fois pour une pause publicitaire, puis on va revenir avec ton rétablissement. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre, et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même, et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Alors, on va poursuivre avec ton beau message, Dominique. Merci, Lynn. Alors, c'est ça. Donc, je suis avec ce médecin-là, et puis... alors, il me dit quelque chose. Ça aussi, c'est un truc que tu vois dans les films, puis on pense pas que ça existe dans la vie. J'en ai eu une couple de ces histoires-là dans mon rétablissement. Il me regarde à la fin de mes élucubrations, si je peux dire, et puis où là, j'ai dit que, c'était pas bon, je connaissais rien, puis c'est pas des professionnels, puis je voulais surtout pas m'abîmer le cerveau avec, en tout cas, des niaiseries qu'un gars dit, là, quand tu veux pas aller dehors. Et puis, John, il me dit, écoute, il dit d'abord, j'ai jamais entendu un gars intelligent de même dire autant de niaiseries. Bon, OK. Il dit, t'es en train de mourir, là. Fait que, au cas où tu le saurais pas, là, t'es en train de mourir. Et puis, il dit, moi, j'aurais tendance à te rentrer dans on pourrait penser à une maison de thérapie, mais vu que t'as fait quand même une douzaine d'années dehors, là, tu vas redonner une chance à ça, là. Puis, voilà, je vais te revoir dans 2 semaines, puis t'essayes dehors. Fait que, voilà. Alors, il m'a... ça, c'était un vendredi. Puis là, la fin de semaine, j'ai un petit peu tergiversé. Et puis, voilà. Le lundi soir, je me suis pointé à la cathédrale, au meeting de la cathédrale. Et puis, c'était le début d'une nouvelle vie. Et puis, là, je me suis dit, de toute façon, ça a été une faillite, mon affaire. Fait que là, je me suis dit, je vais faire comme les vieux membres, tu sais. Genre, assis-toi et ferme ta gueule. C'est ce que je me suis dit. J'ai pas attendu que quelqu'un me le dise. Je me suis dit à moi-même. Fait que, donc, c'est ça. Je m'assois au meeting. Puis là, évidemment, j'ai pas caché que je revenais, là. Et puis, là, le type se présente pour l'accueil du nouveau. Bang, ma voisine me donne un coup de pied. J'avais parlé un peu avant. Puis, OK, enlève-toi. OK, monsieur le dire. Tu sais, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire pendant. Et puis, c'était hallucinant, là. Là, il y avait le parrain du groupe, qui était aussi le fondateur du groupe, et puis un personnage haut en couleur, qui a 30 et quelques années de mouvement, et puis là, je vais le voir, puis OK, il dit, regarde, la semaine prochaine, là, il dit, viens-t'en, on va aller manger ensemble. Je dirais, je viens un petit peu avant le meeting, on va manger ensemble chez Saint-Hubert. J'ai appris par la suite que c'était sa trappe habituelle. Et puis là, j'ai pensé qu'il allait me donner des grands secrets là, sur AA. Ben non, il m'a dit, regarde, il dit, tu vas faire de l'accueil avec moi, on va faire de l'accueil ensemble. Fait que, à la porte, ça avait pas de bon sens. Moi, j'ai gagné ma vie dans des salles de conférence avec, en pitchant des patentes, puis là, j'avais de la misère à dire bonjour au monde puis à serrer des mains. Là, c'est vraiment, j'arrivais de loin en jouant le verre. Mais le miracle AA s'est opéré, et puis c'est opéré de belle façon. Là, j'ai essayé plein de trucs. Il y avait ce
ce meeting-là. J'ai essayé aussi des meetings, discussions. Je suis allé au groupe Saint-Viateur. J'étais là longtemps. Je me suis beaucoup impliqué là le mercredi soir à Outremont. Puis c'est un beau groupe. Il y avait, tu sais, il y avait, bon, du partage. J'aimais ça aussi, les meetings de discussion, parce que, tu sais, c'est des petits bouts comme des petits clips. Parce que, tu sais, quand tu commences en A, ben, des fois, 45 minutes, c'est un peu long. Mais là, quand c'est juste des espèces de petites perles de sagesse, là, pour faire du barbarisme. Et puis, donc, ça a bien... Puis là, ça a bien été. Puis là, il s'est passé des choses. À un moment donné, je prends un jeton de... Je pense que c'est mon 6 mois. Et puis là, je remarque dans la salle, toujours à mon groupe d'attache à la cathédrale, je remarque que je voyais les visages. Puis j'ai pris conscience qu'avant, je voyais pas les visages. Je voyais juste des ombres. Puis là, je me suis dit, oh boy, ça, faut que je note ça, parce que la prochaine fois que ça va m'arriver comme ça, tu sais, puis après ça, je me suis dit, on niaiseux. Les lumières sont ennemies, elles vont pas s'éteindre, là, tu sais, c'est comme, c'est ça, je vois le monde. Tu sais, mais je me suis rendu compte que c'est une façon, je pense que mon regard a changé sur bien des choses. Tu sais, j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux étapes, évidemment. Là, les étapes, c'est devenu crucial. Je sais pas les traditions, ils mis ça de côté ce fois-là, parce que la première fois, je m'étais tellement planté avec ça que là, vraiment, c'était hyper important de m'attarder aux étapes. Et puis, ce que j'ai fait avec... j'ai toutes sortes d'aventures là-dedans, parce que un des éléments que... Je ne vais pas insister là-dessus, parce qu'il y a de la controverse, mais moi, je suis pas très Dieu d'amour, là, mettons. Pour moi, il n'y a pas un Dieu d'amour qui me regarde du ciel puis qui m'aide dans la vie, là. Tu sais, je plus... Alors, mais ça m'incommodait, parce que je me disais, ah oui, mais là, il faut que je croie en Dieu, parce que si je crois pas en Dieu, les êtres ne marcheront pas, puis ça n'a pas marché de la preuve. Tu sais, comme je m'en faisais avec ça. Et au point qu'à un moment donné, même, je me retrouve avec une espèce de conseiller un peu spirituel. Puis là, il m'amène. Là, il était comme des évangélistes, là, et puis c'était quelque chose. Là. On est parti, là... Tu sais, je suis rendu à relire la Genèse, là. Que là, à un moment donné, là, tu sais... je me rappelle que très jeune, avec mon père m'avait dit, tu sais, regarde les images, mais occupe-toi pas trop du texte, là, parce que, tu sais, du monde qui vit jusqu'à 200 ans, puis il pleut des grenouilles, puis, tu sais, c'est des affaires qui marchent pas, là, qui tu sais, pour un ingénieur et son fils, là, ça connecte pas, là. Donc, je me suis dit à un moment donné, on va revenir ça au plus simple, là, on va mettre ça de côté, toute cette histoire-là, puis on va y aller comme il faut. Et mais arrivait toujours le fameux problème de la 4e et 5e étape. Ça m'a vraiment chicoté beaucoup. J'en ai fait une première un peu en amateur avec Jacques T, là, avec le livre de Jacques T, puis en tout cas, j'ai fait ça, là. Mais ça me chicotait, puis je faisais des intensifs, et à un certain moment, un des intensifs que je faisais, il y avait ce groupe-là en particulier, avait l'habitude d'avoir Sœur Colette, Colette, c'est plus Sœur Colette, qui venait faire une intervention le samedi soir. Puis là, elle arrive, puis elle se pointe pour faire son intervention. Et puis, encore là, t'as une autre affaire qu'on voit dans les films, puis tu dis, là, ça se peut pas se rendre le début. Là, on est une gang c'était hommes seulement, un intensif, on est, je sais pas, on est une vingtaine peut-être, là. Et puis moi, Colette parle, moi j'ai une question hyper brillante, là, que je pense, là, à poser, fait que je lève la main, je pose ma question, puis Colette me regarde, puis elle dit, avec la voix que t'as, il y a quelque chose de cassé. Les gens qui ont une voix cassée comme ça, c'est parce qu'il y a une blessure d'enfance, il y a quelque chose, comme un deuil pas fait, comme quelqu'un qui est mort, là, tu sais, genre à 8-9 ans, là. OK, oups, bon, voilà, tu sais. Moi, c'est pas... puis elle dit, c'est juste ça. Enfin, elle dit, là, ce serait intéressant, viens me voir. Après, là. Fait que je suis allé la voir après sa conférence. Là. Et puis là, donc, je suis allé dans son centre, là, Espoir et Sobriété, là. Puis j'ai fait une 4e et 5e étape. Ça a été magique, ça a été vraiment extraordinaire, ça a été une révélation, ça a été une ouverture sur plein de choses. Alors, ce sont des histoires qui me sont qui se sont présentées à moi. Et qui m'ont permis de me raccorder et de refaire ma vie. J'avais aussi la chance d'avoir le mercredi soir, justement, au groupe Saint-Viateur, un des fondateurs,
un des principaux animateurs de ce groupe-là, un pilier du groupe, là. Je me rappelle encore, à la fin du meeting, ce meeting était très, très long, puis à la fin, ce gars-là, il parlait avec un autre gars, puis il avait l'air d'avoir bien du fun. Je me suis dit, on a l'air d'avoir du fun, ces deux. Tu sais, vraiment, c'est deux bons chums. Tu sais, vous voudrez avoir ce que nous voulons, hein. On dit, fait que là, je regarde ça, moi, je veux ça. Tu sais, je veux ce genre de relation-là, tu sais. Et puis, je vais voir le type en question, et puis là, on se parle un peu, puis il dit, gars, viens-t'en, implique-toi dans le groupe, puis OK, c'est correct, je fais ça, là. Et puis, on est devenus les deux meilleurs chums au monde, tu sais, puis aujourd'hui, je sais pas si c'est un parrain, un coach, je sais pas, des fois, on sait pas qui parraine qui, mais c'est ce genre de relation qui est indescriptible. Alors, lui, c'est vraiment dans le cheminement, puis dans la vie, puis là, mon fondateur du lundi soir, lui, c'est plus d'un service. C'est comme un coach d'un service puis un coach de vie, mettons. Et celui, Claude, le gars, le coach de vie, il m'a dit, écoute, c'est pas bien compliqué. Prends ton temps parce que faut que tu changes tout. C'est pas compliqué, là. Faut que tout change. Fait qu'il dit, presse-toi pas, là. Hein? Puis là, tu sais, comme... Moi, ça a fait mon affaire d'entendre ça. Je sais qu'il y a du monde qui vont freaker parce qu'il n'y a pas d'échéancier déterminé, mais moi, ça a fait mon affaire parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu te rends compte que, comme on voyait un petit peu dans le texte d'introduction, puis c'est pour ça que je suis tombé dessus, tu sais, on y a beaucoup de choses à changer. L'alcool, c'est une chose, mais je veux dire, on peut appliquer la même chose à n'importe quoi, là, puis on va des biscuits au chocolat jusqu'au gambling, jusqu'à les vidéos YouTube, jusqu'à porno, jusqu'à n'importe quoi. Je veux dire, c'est ça, là. Puis c'est ça, notre vie, puis c'est ça qu'il faut apprendre à changer. Il faut pas se tromper. Est là pour nous aider avec l'alcool, mais je veux dire, il y a le reste, là. Et puis, le reste me semble assez important. Donc, ça s'est poursuivi avec... ce cheminement-là s'est poursuivi avec beaucoup de tu sais, des découvertes, le fun, tu sais, des lumières qui allument, la quatrième, cinquième étape, puis aussi la relation avec le monde, avec le monde. Moi, je suis né dans une famille où, tu sais, on est catholique pratiquant, on était là, tu sais, on coche toutes les cases, là, ça va bien, mais le mot compassion puis le mot bienveillance, moi, j'ai appris ça dans le là. J'ai pas appris ça, pas en tout, dans n'importe quoi de religieux, j'ai pas appris ça, là. Alors, et puis, c'est tout un apprentissage, c'est toute une aventure que d'essayer d'acquérir ça, là, un sens de ce que ça peut être dans la vie. Et parce que faire une 8e étape sans compassion, je sais pas comment ça peut se faire. Je sais pas, mais moi, de la compassion, je connais pas ça. Je sais pas c'est quoi. Alors, c'est ça qui est l'apprentissage qui s'en vient. Merci, Dominique. On va s'arrêter une dernière fois puis on va revenir avec la dernière partie pour ton message. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois avec notre invité Dominique. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez par exemple le numéro de la ligne d'aide à votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas, il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste de réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone et une foule de réponses sur la structure des AA. Alors, on va poursuivre ton message pour la dernière partie. OK, alors, merci. On va continuer un petit peu cette exploration-là de la compassion et de la bienveillance, parce que c'est vraiment les deux mots-clés. Il y a eu dans ce parcours dans l'Alcoolique Anonyme, il y a eu plein de... J'étais très, très, très actif. J'étais beaucoup plus actif il y a quelques années que je suis maintenant. C'est probablement une sorte de pause, bien que je suis encore mais
Mais j'ai un peu l'impression que j'ai pas un appétit pour l'instant là, de prendre beaucoup de tâches parce que j'ai été parrain de groupe un bout de temps, trésorier, c'est assez facile, là, c'est pas trop compliqué, mais il y a eu aussi des petites aventures, puis aussi comment dire, la tâche que je n'ai jamais voulu faire, c'est RSG. Puis une des raisons à ça, c'est que c'est trop près de mon monde professionnel. Et puis, j'ai pas l'impression que je serais très, très tolérant là-dedans. Faudrait peut-être que je l'essaye, mais je vais attendre d'être plutôt à la retraite. Mais j'ai une relation avec certaines tâches là, qui font que je me tiens loin de ça, ce qui peut ressembler à mon travail. Tout ça pour dire que quand je sais de faire la boucle avec la compassion, c'est une façon d'accepter le monde, tu sais, et d'accepter les gens comme ils sont. C'est un travail pour moi qui est de tous les instants. Et c'est pas quelque chose... J'ai dû m'intéresser plutôt à des pratiques, des lectures bouddhistes, plutôt ce chemin-là pour trouver des réponses. Et c'est depuis que je fais ça, depuis peut-être 1 ou 2 ans, que je sens que ça débloque un peu plus de ce côté-là, dans la mesure où je ne comprenais pas certaines choses. Par exemple, la 6e et la 7e étape, tu sais, où on parle d'éradiquer nos défauts de caractère. Tu sais. Pour moi, c'est très abstrait. C'est comme formulation. Tu sais, c'est puis demander à Dieu de faire ça. Quand dans mon cas, je vois pas en tout cas, il n'y a pas un Dieu qui semble faire cette job-là. Ça, c'est moi, là. Je n'engage que moi là-dedans, là. C'est sûr que là, il faut réfléchir je dois réfléchir à la question. J'en parle parce que j'imagine qu'il y a d'autres mondes comme moi, là. Et on est assez rare à débattre de ça et là, je me suis rendu compte qu'en réalité, tu sais, nos défauts de caractère, oui, c'est une chose, mais ce qui est vraiment le truc à faire, c'est arrêter de faire les comportements que ces défauts de caractère-là nous font faire. Je veux dire, j'essaie d'être encore plus direct, d'être un peu plus mettre les points sur les i et les barres sur les t, parce que, tu sais, demander à Dieu de m'enlever mes défauts de caractère, je veux bien, arrêtons de faire les niaiseries que tu fais que tu devrais pas faire, tu sais, que tu fais que tu devrais pas faire. Tu sais, par exemple, moi, ces temps-ci, j'écoute beaucoup de vidéos YouTube sur la guerre d'Ukraine, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. J'en regarde pendant 2 heures par jour. Ben, coudonc, wow! Là, il y a un défaut de caractère là-dedans. Je m'intéresse à quelque chose que je peux pas changer. Il y a de l'orgueil, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Mais c'est un comportement qui doit cesser absolument, tu sais. Et puis c'est le comportement là sur lequel je dois focus, sur lequel je peux travailler là-dessus, tu sais, sur des comportements qui relèvent des défauts. Alors, puis moi, c'est avec le biais bouddhiste que j'ai compris ça. C'est pas en restant dans la littérature. Alors, c'est la même chose un peu avec la compassion. L'autre truc, c'est que je veux dire, c'est que on a cette idée dans certaines cultures où il faut, par exemple, pas faire des métiers qui sont dangereux ou qui sont, en guillemets, vilains, là, tu sais, pas vendre des armes puis des affaires comme ça. Mais, tu sais, d'un côté, il faut que tu gagnes ta vie. Fait que, alors, si moi, je fais du marketing, tu sais, du marketing sur un plan bouddhiste, c'est pas une bien bonne affaire parce que, tu sais, tu fais dépenser du monde. D'un côté, on venait de faire marcher l'économie. Fait que, tu sais, bon, il y a bien des choses là-dedans, mais c'est pas top, là, comme métier, mettons, si je compare à élever des chèvres, là, tu sais. Par contre, il y a le fait, il faut voir ça dans un ensemble. Si je peux dire, je vais délaisser ou arrêter le marketing, si dans ma vie, je me dis, je suis d'accord à vivre une vie beaucoup plus simple, une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus modeste, puis donc, ne plus avoir de rêve de, je sais pas, je veux une Porsche, là, tu sais, c'est sûr que si tu as une Porsche, ben, t'es mieux de faire du marketing qu'élever des agneaux. Tu sais, c'est sûr. Sauf que tout est dans tout. Fait que si tu continues à vouloir une Porsche,
tu pourras pas faire autre chose. T'sais. Fait on peut pas dire, ben, je vais juste changer mon mode de vie ou changer mon métier sans changer également ce qui vient avec le corollaire de ça. Fait qu'on se rend compte qu'il y a un équilibre complet. Et cet équilibre complet-là, ben, il faut l'asseoir. C'est diablement compliqué. Puis j'en suis là présentement. J'en suis dans ces interrogations-là. Parce que ça, tout s'additionne. Parce que moi, je veux bien dire, OK, je vais tout laisser tomber, puis je vais m'en aller élever des chèvres en Gaspésie. Pas sûr que ma femme, c'est ça qu'elle veut faire, là, tu sais. Puis elle a pas de problème d'alcool, là. Elle boit pas, là. Puis elle est pas dans AA, puis elle est pas dans ces affaires-là. Fait que moi, toutes les démarches que je fais de littérature AA, de littérature bouddhiste, de Thich Nhat Hanh, de tout ce qu'on veut, elle est pas là-dedans pantoute. Fait que il faut essayer de trouver un équilibre dans ça, et c'est extrêmement difficile, je peux vous le dire. C'est pour ça que j'en suis présentement à essayer de jongler ça. Fort heureusement, je suis rendu à un âge où je peux me permettre de changer ma vie sans que ça fasse des drames, là, parce que j'imagine que si tu as 2 enfants puis que tu décides que tu vas aller élever des vaches, des agneaux en Gaspésie, là, avec la famille, là, pas trop bien. Alors, mais tout ça pour dire que c'est vraiment un engagement, et j'essaie de trouver un angle ou un sentier ou une façon de faire pour arriver avec cette transformation-là. Tu sais, quand j'écoute, c'est sûr, j'aime beaucoup, quand j'écoute Jacques T, par exemple. Tu sais, Jacques T, il part, puis c'est merveilleux, tu sais. Mais Jacques T, il est tout seul, tu sais. Puis c'est un peu comme un moine bouddhiste, tu sais, t'écoutes un moine bouddhiste, tu sais, il va léviter dans l'Himalaya, c'est parfait, là, tu sais. Mais il y a pas une femme, puis 2 enfants, puis un SUV, puis le trafic, tu sais. Il y a un livre que je suis en train de lire, c'est drôle, ça s'appelle Après l'extase de la lessive, puis c'est justement ça. C'est un bouddhiste qui dit qu'après avoir passé 3, 4, 5, 6 ans au Tibet dans des moines, dans des monastères bouddhistes, les boys, ils retournent en Californie, puis là, ils sont pris sur des autoroutes 5 voies, là, tu sais. Ils capotent, là. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est parce que, puis comment faire pour garder cette espèce d'équilibre sans rentrer dans cette voie monastique, tu sais. Alors, je suis vraiment là-dedans. Je suis vraiment dans c'est ça qui me préoccupe présentement, comme... C'est ça, je parle plus d'alcool. T'sais. Parce que l'alcool, il est plus là-dedans. T'sais. L'alcool, moi, pour des raisons personnelles et familiales, je passe beaucoup de temps dans le sud de la France. Puis, il y a quelques années de ça, je m'étais fait un test maison. Puis, je vais souvent seul parce que, bon, on a des propriétés là-bas, puis il faut que je m'en occupe. Puis, une longue histoire qu'on racontera pas ici, là. Puis, à un moment donné, je marchais dans des rues de Nice, tu sais, puis là, je suis tout seul, tu sais. Puis là, je me dis, ben, mettons que je prendrais une bouteille de rosé. Tu sais, mettons. Tu sais. Puis là, le flash que j'ai eu, c'est « Wow! Il n'y a pas assez de vin ici. Si j'ouvre une bouteille, là, il n'y en aura pas assez. Ils vont manquer de vin en France. » Tu sais. Vraiment, c'est vraiment l'impression que j'ai. Je le sens. C'est pas pour moi, tu sais. Alors, donc, je suis content d'être là dans ma vie, mais je veux pas rester là parce qu'il faut que je veux essayer de m'attaquer aux autres affaires qui font que tu sais, je perds un temps fou, comme je disais tout à l'heure, à écouter des vidéos YouTube sur la guerre en Ukraine, là, tu sais, mais il faut arrêter ça, tu sais. Alors, on arrête ça comment? On arrête ça comme, évidemment, comme le programme, tu sais. Faut pas écouter le premier vidéo YouTube sur la guerre en Ukraine, comme faut pas prendre le premier verre, tu sais, comme faut pas, ben là, faut... Alors, on se rend compte que c'est un travail assez colossal, et c'est assez le fun. Ça met à l'épreuve. Tu sais, je suis pas rendu. Là, mon combat, c'est le sucre, là, en fait, là. Et puis, en plus des vidéos YouTube, là, mais le sucre est un combat. Ces choses-là sont vraiment des éléments sur lesquels j'ai la chance d'avoir un programme qui permet là, au moins de dire il y a un problème là, ce problème-là,
on l'affronte, on le regarde, puis on essaie de faire quelque chose avec. Dans ce sens-là, on est extrêmement chanceux dans le mouvement d'avoir ça. Et puis, quand on a... je vois ma conjointe, elle n'a pas de programme. Fait que, à quelque part, elle se laisse un petit peu balloter, là, et je suis là, et c'est là que la compassion arrive un peu. Ça nous amène dans toutes sortes de sentiers, hein, le rétablissement. Wow. En effet. Des places où on ne pensait pas aller. Tout à fait. Il faut y aller. Oui, c'est bon. Ouais. Alors, je tiens à remercier tous les participants à cette émission, les invités, l'invité, Dominique, les auditeurs, l'équipe, Patrick au son, collaborateurs, radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Lynn qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.